Le silence du ciel au-dessus de Ouagadougou n'était pas vide, il annonçait une naissance. Quand les moteurs se sont tus, le pays entier a retenu son souffle, comme si le vent lui-même attendait un signal. Puis une silhouette en uniforme, Ibrahim Traoré, a regardé la caméra et a prononcé une phrase qui a traversé le Sahel. Si le monde ne nous donne pas d'aile, nous construirons notre propre ciel. À cet instant, le Burkina Faso ne rêvait plus d'évasion. Il découvrait sa propre ascension. Lorsque la voix d'Ibrahim Traoré s'est éteinte à la télévision, un écho plus profond s'est levé dans tout le pays. Pour la première fois depuis des générations, le Burkina Faso ne parlait plus de survie, mais de direction, de choix, de ciel à conquérir. L'enjeu était simple, prouver qu'un peuple pouvait se construire sans permission étrangère. Les analystes voyaient un risque politique, les citoyens, eux, y voyaient une promesse de dignité. Car derrière les mots, il y avait une équation. Foi contre dépendance, courage contre calcul. Chaque famille comprenait que ce projet n'était pas un chantier, mais un serment collectif. Et dans cette tension, un frisson nouveau parcourait le Sahel. Et si cette audace, si fragile encore, devenait le début d'un continent libre? 3 jours après la fermeture du ciel, la raison apparut enfin, comme une aurore dans la poussière du Sahel. Le président Ibrahim Traoré révéla ce que beaucoup jugeaient impensable. Le Burkina Faso allait construire le plus grand aéroport du continent, 40 km² de pistes, de terminaux et de champs solaires, sans un seul prêt étranger. Ce chiffre fit l'effet d'un séisme silencieux. 96 hectares de terre rouge seraient transformés en horizon d'acier. Les observateurs étrangers parlèrent de folie. Mais à Ouagadougou, la folie ressemblait à la foi. Des milliers d'hommes et de femmes quittèrent leurs champs, leurs garages ou leurs salles de classe pour rejoindre le désert. Il n'y avait pas de contrat, pas de salaire, seulement une conviction. Construire de leurs propres mains un symbole plus grand qu'eux. Un vieil homme dit à un journaliste: "Djvomne, je veux voir l'Afrique voler avant de mourir." Sa phrase devint un refrain, porté par les radios et les églises, reprise par les enfants dans les cours d'école. Sous le soleil cru, les premières machines tracèrent des lignes dans le sable. Les femmes portaient des seaux, les soldats soudaient des poutres, les étudiants mélangeaient le ciment. La nuit, les lampes solaires improvisées remplaçaient les étoiles. Le désert vibrait d'un nouveau bruit, celui des moteurs humains. Un reporter écrivit: "Ils ne construisent pas un aéroport, ils construisent de la dignité." Dans ce tumulte d'efforts, l'image d'un pays isolé se dissolvait. Les statistiques, pourtant froides, racontaient autre chose. Chaque semaine, la productivité du chantier augmentait de 25%, mais aucun chiffre ne pouvait mesurer l'élan intérieur d'une nation. Le projet cessait d'être une infrastructure, il devenait un manifeste. Et dans le silence du soir, quand le vent passait sur les tentes et que les chants s'élevaient, on comprenait enfin ce que signifiait la phrase de Traoré: "Nous ne cherchons pas des ailes, nous cherchons notre ciel." Au milieu des dunes, les figures du changement n'étaient pas des ministres morades, mais des visages anonymes. Une femme, casque jaune vissé sur la tête, dirigeait une petite équipe de jeunes soldats. Elle s'appelait Aïssata, ancienne mécanicienne de Waïgouya, devenue contremaître du désert. À côté d'elle, un prêtre local bénissait chaque matin les repas sous une tente de fortune, répétant les mots de Ibrahim Traoré: "Seigneur, Seigneur, bénis les mains qui construisent le ciel." Les premiers effets se firent sentir. L'économie informelle s'organisa spontanément. Les femmes préparaient du mil, les artisans réparaient les outils, les anciens conseillaient les ingénieurs. Dans un village voisin, un enfant écrivait sur le sable: "Ici, on bâtit la foi." Ce geste simple fut photographié.
puis partagé dans tout le pays. En moins d'une semaine, il devint le symbole d'une renaissance silencieuse. Sur le terrain, chaque effort trouvait un écho immédiat. Le taux de participation volontaire dépassa 30 000 personnes en 10 jours, chiffre que personne n'aurait osé prédire. Les radios locales transformèrent le chantier en chronique quotidienne, reliant les villages par la voix. Et partout, le même refrain se répétait. Nous ne travaillons pas pour un homme, mais pour un horizon. Le changement ne venait pas des ordres, mais du sol. Un peuple commençait à comprendre que la souveraineté n'était pas une promesse lointaine, mais un geste collectif répété. Et dans la chaleur du Sahel, cette prise de conscience se transformait en mouvement. Et c'est là que la signification devint évidente, parce que, pour la première fois, le courage avait trouvé sa forme visible. Le silence s'était transformé en clameur. Chaque jour, le chantier s'étendait plus loin dans le désert, comme une marée de volontaires avançant avec leurs outils pour dessiner un rêve collectif. Les premiers camions chargés d'acier franchissaient les dunes à l'aube, suivis par des colonnes d'hommes et de femmes qui chantaient pour marquer le rythme. Ibrahim Traoré, souvent présent sans escorte, marchait parmi eux, bottes couvertes de sable, saluant les ouvriers par leur nom. La séquence fut rapide. D'abord, la fermeture de l'espace aérien, incomprise à l'étranger, devint un acte fondateur. Elle annonçait non pas la peur, mais la préparation d'une ère nouvelle. Puis vinrent les bulldozers, les premiers générateurs, les sacs de ciment empilés sous des tendes battues par le vent. Chaque élément semblait dérisoire, mais ensemble, ils formaient une promesse tangible. Quand les images satellites confirmèrent l'avancée des travaux, la réaction occidentale fut immédiate. Les financements furent bloqués, les contrats suspendus, les fournisseurs se retirèrent. Le Burkina Faso fut isolé en 48 heures. Mais ce que le monde percevait comme un effondrement se révéla être une ascension. Les ingénieurs recyclaient de vieux moteurs militaires en bétonnière. Les soudeurs utilisaient des carcasses d'avions abandonnés pour forger des poutres. Les sanctions ne stoppèrent en rien. Elles devinrent un combustible moral. Sous les tentes illuminées par des panneaux solaires bricolés, le travail se poursuivait nuit et jour. Les chansons se mêlaient aux coups de marteau, les prières aux étincelles du métal fondu. Un jeune soldat déclara à un journaliste: nous ne construisons pas un aéroport, nous construisons la dignité. Et la phrase se grava dans les esprits. Les femmes en ligne portaient les briques sur leur tête. Les étudiants calculaient les angles des structures à la main. Un vieil imam priait au crépuscule. Que la foi ait des muscles. Les images se répandirent sur les réseaux africains. À Bamako, à Accra, à Dakar, les radios diffusaient des chants venus du chantier. Des villages entiers organisaient des collectes pour envoyer du riz et des lampes solaires. Le mot dignité devint un étendard continental. En quelques semaines, la rumeur s'était changée en légende. Les observateurs étrangers, d'abord moqueurs, devinrent inquiets. Comment un pays sans ressources extérieures pouvait-il avancer si vite? Le 5e mois, les premières tours de contrôle émergèrent du sable. Elles n'étaient pas parfaites, mais debout, droites, vraies. Et le soir, lorsque les lumières se reflétaient sur les dunes, un murmure parcourait le site. Le ciel commence ici. L'histoire, elle aussi, venait de décoller. Lorsque la poussière du Sahel se souleva sous les vents de juin, les chiffres commencèrent à parler plus fort que les discours. En 100 jours, le chantier atteignit 42% d'avancement, un rythme de progression que même les ingénieurs étrangers qualifiaient d'inhabituel. Ce pourcentage n'était pas qu'un indicateur technique, il traduisait la mobilisation d'un peuple entier. Ibrahim Traoré l'expliqua lors d'une allocution sobre. Le travail devient notre langue commune.
La première observation concrète portait sur la main-d'œuvre. Au départ, 5000 volontaires affluaient. 3 mois plus tard, ils étaient plus de 31 000 actifs quotidiens, issus de 34 provinces. Le rapport du ministère des Travaux indiquait que près de 60% des participants n'avaient jamais travaillé sur un chantier. Pourtant, la productivité horaire augmentait de 18% par semaine durant les 6 premières semaines. Chaque nouvel arrivant apprenait en observant l'autre, formant une chaîne vivante de compétences improvisées. L'apprentissage devenait organique, contagieux, presque rituel. Puis, la deuxième donnée concernait la consommation d'énergie. Les générateurs solaires installés pour le projet produisaient 2 mégawatts au cinquième mois, assez pour alimenter 20 villages voisins. Lorsque les coupures d'électricité frappaient la capitale, c'était la lumière du chantier qui maintenait les hôpitaux de la périphérie. Une ironie que les médias occidentaux omirent souvent de souligner. Le site, censé isoler le pays, devenait son centre énergétique. Enfin, le troisième indicateur révéla la dimension financière du projet. Malgré le gel des crédits extérieurs, la trésorerie interne resta stable à 92% des besoins couverts grâce à un système communautaire inédit. Les habitants versaient des contributions symboliques, un sac de mil, un outil, un jour de travail. Ces dons furent comptabilisés en valeur de solidarité et leur équivalent estimé dépassait 6 millions de dollars. Aucun économiste ne pouvait convertir cela en monnaie réelle, mais le bilan moral était incalculable. Ces chiffres, bien qu'imparfaits, révélèrent une constante. Plus les pressions augmentaient, plus la productivité montait. Le delta entre contrainte et création devenait la véritable métrique du pays. Les ingénieurs appelaient cela l'effet Traoré, la capacité à transformer l'adversité en propulsion. Le monde financier en resta déconcerté. Comment modéliser une économie qui se nourrit de foi? Sur le terrain, les résultats prenaient forme. Les premières pistes mesuraient déjà 4 km chacune, nivelées avec une précision de 20 cm. Les hangards métalliques, fabriqués à partir de structures recyclées, résistaient à des vents de 66 km/h. Et la coordination entre civils et militaires avait réduit les incidents de sécurité à moins de 1%. Même les observateurs de l'Union africaine, venus en secret, notèrent. Ce projet redéfinit le concept même de souveraineté opérationnelle. Les chiffres n'étaient pas seulement des preuves, ils étaient des prières en langage rationnel. Et dans les yeux de ceux qui les lisaient, on pouvait lire la même équation. Froid plus travail, lumière. Dans les capitales étrangères, les débats s'enflammaient. Les diplomates voyaient dans l'aéroport un symbole d'insubordination, tandis que les économistes y lisaient une impossibilité structurelle. Deux visions s'affrontaient, et toutes deux prétendaient comprendre le Burkina Faso. D'abord, les puissances étrangères exprimaient leur scepticisme. Pour les analystes occidentaux, ce chantier ne pouvait aboutir qu'à un effondrement. Ils évoquaient l'absence de prêts, de partenaires techniques, de garanties. Selon eux, bâtir un aéroport de cette ampleur sans soutien extérieur revenait à nier les lois de l'économie moderne. Sans capital, point de décollage, disait un rapport de Bruxelles. Ces experts brandissaient leurs graphiques, leurs modèles de dépendance, convaincus qu'une nation pauvre ne pouvait pas générer de croissance hors du système financier global. Ensuite, la réplique du terrain venait contredire ces doutes. À Ouagadougou, les chiffres contredisaient la théorie. Les retards étaient minimes, la production en hausse constante, la cohésion sociale renforcée. Les ingénieurs burkinabés parlaient d'économie de dignité, une matrice où le capital humain remplaçait le crédit. Un jeune architecte expliquait:
ce que nous appelons dette ailleurs. Ici s'appelle confiance. Les ouvriers, eux, répondaient par des actes. Plus la pression montait, plus les volontaires arrivaient. Ibrahim Traoré, calme face aux critiques, résumait cette tension par une phrase: Ils ont peur, non pas de notre échec, mais de notre réussite. Pour lui, le défi n'était pas de prouver la rentabilité du projet, mais d'inventer une grammaire nouvelle du développement, une grammaire africaine. Et cette idée dérangeait parce qu'elle déplaçait le centre de gravité morale. Au fond, le vrai désaccord n'était pas technique, mais spirituel. L'Occident défendait l'ordre de la dépendance, le Burkina Faso affirmait la foi dans la responsabilité. Deux doctrines face à face, deux façons d'écrire le mot avenir. Et sous la chaleur du Sahel, la seconde gagnait lentement du terrain. Une phrase, 8 mots. La foi a allumé la lumière. Ce fut l'ordre que donna Ibrahim Traoré un soir de panne générale, quand les générateurs s'arrêtèrent et que le désert sombra dans l'obscurité. Il ordonna de détourner une partie des panneaux solaires du chantier pour alimenter les villages alentours. La décision, jugée risquée, bouleversa tout. Pour la première fois, les habitants virent leurs maisons s'illuminer grâce à l'énergie d'un projet né du refus. Cette lumière, fragile mais réelle, devint la révélation du milieu du récit. Les enfants faisaient leurs devoirs sous des lampes solaires, les femmes cuisinaient la nuit, les anciens priaient en regardant le ciel brillant. Ce n'était plus seulement un chantier, c'était un pont de lumière entre la foi et la matière. Les observateurs étrangers comprirent trop tard que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Ce projet ne construisait plus un aéroport, mais une conscience. Et cette conscience, née du sable, commençait à irradier bien au-delà du Burkina Faso. Lorsque la lumière se répandit dans les villages du Sahel, les effets du projet dépassèrent tout calcul. Les économistes cherchaient des indicateurs, mais ce qui se mesurait désormais appartenait au domaine du symbole. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso avait déclenché une onde de transformation à 4 visages: économique, social, diplomatique et spirituel. Sur le plan national, l'impact économique fut immédiat. La production locale de matériaux de construction augmenta de 35%, tandis que les importations chutaient de moitié. Des ateliers de recyclage virent le jour, transformant le métal militaire en poutres et le sable en briques pressées. Le chômage urbain recula de 22% en 6 mois. Mais plus que les chiffres, c'est la perception du travail qui changea. Il n'était plus un emploi, mais une mission. Les ouvriers disaient: mais nous ne gagnons pas de l'argent, nous gagnons du sens. Au niveau des entreprises, l'autonomie prit racine. Les petites sociétés burkinabées, jadis dépendantes de la sous-traitance étrangère, découvrirent l'autonomie. Certaines fabriquaient des pièces mécaniques, d'autres géraient la logistique ou la maintenance. Le modèle coopératif prit racine, appuyé sur la confiance plutôt que sur le capital. Une nouvelle génération d'entrepreneurs émergea, marquant le début d'un tissu industriel endogène. Un économiste local déclara: Nous avons remplacé le prêt par la participation. Du côté des citoyens, la solidarité se réinventait. Dans les villages, la solidarité se réinventait. Les habitants organisaient des cuisines collectives pour nourrir les ouvriers et chaque école envoyait des volontaires. Les divisions ethniques et religieuses s'effaçaient peu à peu sous l'effort commun. Musulmans et chrétiens priaient côte à côte avant de reprendre le travail. Une morale nouvelle circulait. La foi pouvait être un outil de production. La dignité devenait une ressource nationale. Enfin, sur le plan régional, l'influence s'étendait bien au-delà des frontières. Au-delà des frontières, l'influence s'étendait. Au Ghana, des étudiants lançaient des projets Build Without Borrowing. Au Sénégal, les églises organisaient des veillées pour soutenir les travailleurs burkinabés.
Au Kenya, un enfant décrivait sur le mur de son école: un jour, nous construirons notre propre ciel. Les diplomates occidentaux y virent une contagion politique, mais sur le terrain, c'était une contagion d'espérance. En quelques mois, le Burkina Faso n'était plus seulement un pays enclavé, il devenait un miroir. Et dans ce reflet, l'Afrique voyait pour la première fois sa propre lumière. Les tours encore inachevées de l'aéroport se dressaient comme des cierges géants dans le désert. Elles ne proclamaient pas la victoire, mais la persévérance. Et cette persévérance, personne ne pouvait plus la sanctionner. À mesure que les tours de contrôle s'élevaient, le Burkina Faso entrait dans une zone d'incertitude lucide. Ibrahim Traoré, plus que jamais conscient du regard du monde, parlait désormais en termes de trajectoire possible. Le futur n'est pas un choix unique, disait-il, c'est une carte à redessiner. Les analystes, eux, divisèrent les 6 à 12 prochains mois en 3 scénarios distincts. Le premier scénario, celui de l'équilibre fragile, décrivait une progression prudente mais continue. Le chantier avance lentement mais sans interruption. Les circuits de financement alternatifs continuent d'alimenter les besoins essentiels. Les ouvriers restent mobilisés, mais la fatigue s'installe. Les infrastructures atteignent 80% d'achèvement, ce qui suffit à prouver la faisabilité du modèle. Les tensions diplomatiques persistent, mais sans escalade. Le pays maintient une stabilité précaire, soutenue par la foi collective et la discipline. Le scénario optimiste, quant à lui, voyait naître une consolidation africaine. Les nations voisines s'unissent autour du concept d'autosuffisance. Une alliance technique régionale voit le jour, partageant ressources et savoir-faire. Les sanctions s'assouplissent face à la pression morale d'une opinion publique internationale fascinée. L'aéroport devient un hub symbolique du panafricanisme moderne. Le Burkina Faso exporte non pas des marchandises, mais une idée, celle d'un continent maître de ses propres moyens. Les investisseurs africains redirigent leurs capitaux internes, créant un précédent économique historique. Enfin, le scénario pessimiste évoquait le possible retour des ombres. Sous la pression internationale, les réseaux logistiques se coupent à nouveau. La pénurie de carburant ralentit les travaux, les équipements tombent en panne, la coordination s'effrite. Les rumeurs d'interférences étrangères alimentent la méfiance. Mais même dans ce cas, un élément demeure inébranlable: la conscience collective née du projet. Elle survivrait à toute suspension, car elle ne dépend d'aucun prêt, d'aucune autorisation. Dans tous les cas, le pays a déjà franchi un seuil symbolique. Le pire ne serait pas l'arrêt du chantier, mais l'oubli de la leçon qu'il incarne. Et cette leçon, gravée dans la poussière du Sahel, dit simplement: la souveraineté se mesure à la hauteur de la foi. Sous la chaleur du Sahel, les chiffres perdaient leur importance. Ce qui demeurait, c'étaient les visages. Les caméras de la télévision nationale captèrent un ouvrier au regard brûlant, une mère offrant du thé, un soldat posant sa pelle à côté d'un enfant. Ces images racontaient mieux que tout rapport ce que signifiait le mot courage. Ibrahim Traoré apparaissait rarement à l'écran. Il préférait parler depuis le sol, entouré de travailleurs. Sa voix, calme, résonnait dans un silence presque religieux: nous ne construisons pas pour moi, mais pour ceux qui viendront après. Cette phrase, simple et droite, toucha une corde universelle. Dans les écoles, on la copiait sur les tableaux. Dans les maisons, on la murmurait avant le repas. Pour les jeunes, ce projet devenait une école parallèle. Ils apprenaient la géométrie en traçant les pistes, la physique en soulevant le métal, la philosophie en observant leurs parents persévérer. Les femmes, quant à elles, formaient des cercles de prière et de cuisine, rappelant que la foi se nourrit aussi de gestes quotidiens. Des bénévoles de tous âges venaient prêter main forte, et chaque main posée sur la pierre semblait dire: j'existe dans ce que je bâtis. L'émotion dépassait les frontières.
Des lettres arrivant du Mali, du Niger, du Congo, écrites par des inconnus qui se reconnaissaient dans ce combat. La fierté se transformait en fraternité. Et cette fraternité, invisible mais réelle, devenait la plus solide des infrastructures. Car quand un peuple inspire un autre, le béton n'est plus la seule fondation. L'espoir devient structure. Dans la seconde moitié de l'année, le gouvernement burkinabé transforma l'élan populaire en stratégie. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une feuille de route claire fut annoncée. 5 étapes, 5 leviers, un seul horizon, l'autonomie. La première étape consistait à cartographier les ressources locales. Des équipes techniques sillonnèrent les régions pour identifier les carrières de pierre, les gisements de basalte et les zones propices aux panneaux solaires. Chaque province devait devenir une cellule productive afin que l'aéroport alors, reste un projet national non centralisé. La deuxième étape visait à former directement sur le terrain. Les universités et lycées techniques furent intégrés au chantier. Des milliers d'étudiants participaient à des stages courts, transformant la construction en laboratoire d'apprentissage. Le savoir ne s'importait plus. Il se forgeait dans la poussière. La troisième étape proposait la création d'une banque de solidarité. Une institution financière interne collectait les contributions citoyennes et les convertissait en micro-investissements. Aucune dette, aucun intérêt, seulement un principe. Ce que tu donnes aujourd'hui te construit demain. La quatrième étape consistait à connecter l'énergie solaire au village. Les circuits solaires du site furent étendus à 50 localités. Chaque kilomètre de câble tiré symbolisait un lien entre la foi et la technologie. La lumière devenait infrastructure et l'infrastructure bénédiction. Enfin, la cinquième étape introduisait une manière nouvelle de mesurer la dignité. Un indicateur inédit fut introduit, l'indice de souveraineté communautaire. Il ne calculait ni PIB ni rendement, mais la capacité d'un village à produire et à partager sans dépendance. Un outil moral pour un développement moral. Cette feuille de route ne se limitait pas à des objectifs administratifs. Elle est incarnée d'une philosophie, celle d'un peuple qui apprend à compter non pas ses dettes, mais ses victoires silencieuses. Et dans les yeux de Traoré, cette équation trouvait enfin sa forme. L'indépendance devient méthode. Lorsque les dernières poutres furent dressées, un silence solennel retomba sur le chantier. Sous la lumière dorée du soir, les ouvriers se tinrent côte à côte, les mains encore couvertes de poussière. Parmi eux marchait Ibrahim Traoré, sans discours, sans protocole. Il regardait les tours de contrôle qui brillaient comme des cierges dans le désert. À cet instant, le chantier n'était plus une œuvre d'ingénierie, mais une prière collective. Les hommes et les femmes chantaient doucement, mêlant les langues du pays dans un même souffle. Le prêtre bénit les outils, l'imam leva les mains, et le vent sembla s'arrêter pour écouter. Un étudiant écrivit sur le béton frais: Nous devenons ce que nous croyons. La phrase traversa le chantier comme une onde silencieuse. Traoré s'arrêta, toucha le mur encore humide et murmura: Nous n'avons pas bâti pour vaincre, mais pour nous relever. Cette phrase, brève, droite, vibrait comme une promesse. Elle devint la dernière pierre du récit, le rappel de tout ce que le peuple avait déjà conquis, sa foi en lui-même. L'histoire pourrait s'arrêter ici, mais elle continue à chaque lever de soleil sur le Sahel. L'aéroport du Burkina Faso n'est plus seulement un lieu, c'est un symbole vivant. Chaque piste, chaque poutre, chaque lampe solaire rappelle que la liberté ne se quémande pas, elle se construit. Ibrahim Traoré l'a répété lors d'une rare interview: Nous n'avons pas demandé la permission de croire. Cette phrase résume l'esprit d'une nation qui a transformé la foi en moteur. Mais au-delà du Burkina, une question demeure suspendue. Et si chaque pays, chaque communauté,
Chaque individu décidait à son tour de bâtir son propre ciel. Ce récit n'est pas un conte héroïque, c'est une invitation à la réflexion, à la participation, à la mémoire. Car les mains qui ont soulevé le métal portent aussi le poids d'un message universel. Aucune frontière ne peut contenir un peuple qui rêve debout. Alors, à toi qui lis ces lignes, que construirais-tu si on te retirait tes ailes,